Ah, il est de retour après avoir frayé avec le beau monde. Avec une petite chemise lavande, là, c'est très... C'est ça, est-ce que très c'est... inspirant. Est-ce que c'est les vapeurs de ton moment passé avec les belles gens au Grand Prix? Ah, les belles gens. Que d'entre-gens, ces belles gens. Ouais. Ben, j'ai vu 2-3 affaires, là. C'est glamour, hein? C'est bon. C'est glamour de l'extérieur, la F1, honnêtement. Oui. Il y a plus de gl que d'amour. Vraiment. OK. Ouais. Ben, je trouve que, honnêtement, là, c'est très... ben, il y a moins de... Comment je pourrais dire? C'est moins pétillant. Il y a moins de paillettes qu'il y en a déjà eu à une certaine époque. OK. C'est moins misogyne. Mais, Ce qui est pas, mais en termes de l'atmosphère dans les paddocks, là, ouais. Mais là, tu te sens pas exactement le bienvenu. Ah, OK. En tant que... En tant que représentant, digne représentant de la forme médiatique. Oui, mais c'est ça. Vous autres, là, vous êtes... du menu fretin. C'est comme un mal nécessaire ou une affaire de même. Je sais même pas si une variation nécessaire. C'est ça. Mais une variation sur ce thème-là. Il y a un petit groupe de journalistes qui suivent le cirque à travers le monde, qui, à un moment donné, sont considérés comme étant family. Ouais. C'est l'expression qui est utilisée. Okay. Your family. Les autres. Fait quand tu as un certain nombre d'années passées sur le cirque, tu peux, à un moment donné, jaser dans le paddock avec le gars qui est responsable de la motorisation chez Ferrari ou chez McLaren, ou parler au gars qui dessine les monoplaces, ou parler avec le patron, l'accrocher à un moment donné dans le paddock, samedi après-midi, puis échanger 5 minutes avec. Mais si tu arrives pour une course comme ça, là, le chien dans le cheveu. T'es un journaliste local, d'où le Grand Prix est présenté. C'est comme si tu existais pas. Voilà. Mais Marc-Antoine est habitué. Et c'est un monde aussi qui est très froid. Moi, j'ai été sur le beat pendant 7 ans, là, puis même entre collègues. Ah ouais? Moi, la seule façon de couvrir ce beat-là, quand tu es le seul représentant de ton média, c'est d'échanger de l'information avec les autres. Fait que tu trouves des alliés à un moment donné, un Italien qui est toujours là pour couvrir Ferrari. Puis, fait que tu échanges, un journaliste britannique ici, fait que tu échanges beaucoup d'informations. Moi, les journalistes étrangers venaient me voir pour savoir ce qui se passait avec Villeneuve. Fait qu'on échangeait comme ça. Fait que c'était très cordial. On se croisait dans le paddock. Ah ouais, comment ça va de ton côté? Puis tu pouvais rencontrer ce journaliste-là dans la rue, à l'aéroport, le samedi soir ou le vendredi. C'est comme si tu n'étais pas là. C'est vraiment culturel. C'est vraiment fascinant. alors qu'au hockey, c'est pas comme ça. Non. Le hockey est tellement plus convivial. Là. Oui. La façon dont les pilotes, certains pilotes, pas tous, parce qu'il y en a quand même des plus sympathiques que d'autres. J'ai trouvé Esteban Ocon très, très sympathique. Même s'il aime avoir l'étiquette de vilain, je trouve que Alonso a quelque chose de vieux routier, puis lui, ça ne dérange pas, là, il va dire ce qu'il pense, puis il est comme un peu au-dessus de la mêlée. Puis il voit, mais au-dessus de la mêlée, mais pas d'une manière hautaine, mais d'une manière extrêmement franche. Puis, tu sais, il y a plus... Il se barre plus d'avoir un filtre. Ouais, c'est ça. Mais c'est la vieille génération des pilotes, tu te souviens? C'était ça. La F1 avant, c'était beaucoup ça. Là. C'était la vérité toute crue. Puis si tu parlais du gars qui était assis à côté de toi en conférence de presse, tu lui dis non, il est pas bon, j'ai aucun respect. Il est dangereux. Les gars, il n'y avait aucun filtre. Là, c'est devenu beaucoup plus politique correct. Puis peut-être qu'on peut dire que Lewis Hamilton fait partie de l'autre génération dans la mesure où il y a 40 ans maintenant. Le temps passe vite. Mais 40, je pense que c'est ça. Puis, puis lui aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'un... Tu sais, c'est devenu un excellent ambassadeur pour son sport. C'est un peu... c'est comme Sidney Crosby pour le hockey. Là, à une autre échelle, mais je trouve qu'il réussit par sa personnalité, par sa façon aussi d'utiliser sa plateforme puis de rejoindre les gens. Il est extrêmement charismatique à ce niveau-là. T'sais, même si la frustration... perle de son visage à tous les Grands Prix cette année. Là. Mais là, vous me parlez là, en grand professionnel du journalisme. Moi, c'est pas ça. Moi, je veux savoir, as-tu vu des vedettes? As-tu mangé du homard? Des affaires de même. Attends une seconde. Qui j'ai vu comme vedette? Il y avait... Summer McIntosh était là. Oh, pour vrai? Oui, Summer McIntosh était là. Il y avait...
mon Dieu, comment il s'appelle donc? Ben Stiller, dans le qui est un habitué. J'ai vu. Un habitué. J'allais faire une blague de mauvais goût. Les gars, des visages connus et reconnus. Mais t'as vu tes boys? J'ai vu mes boys. Jack Eye, New Hook. C'est ça. Un petit brain jazzette avec New Hook. Qu'est-ce que tu fais là? Non, ils n'ont pas dit. Ben, moi, je leur ai dit, êtes-vous perdus? C'est ça. Mais entre eux et moi, c'était moi qui étais probablement le plus perdu parce que c'est ça. Ils n'en sont pas à leur premier pas. Non. Mais c'est ça. Puis je pense qu'il y a d'autres joueurs du Canadien qui étaient là par la suite pour la journée de la course. Je les ai pas croisés, mais tu sais. Fait qu'au moins, il y avait des visages connus. C'est ça, il y avait un petit quelque chose de ton... Non, puis je sais, Martin, que t'es pas du tout du genre à t'émouvoir là, de célébrité, mais t'en as fait quelques-uns, Grand Prix. Il y a quand même des fois, tu sais, le Prince de Monaco, je sais pas, là, matière à rencontrer quelqu'un là, que ça peut te faire un petit quelque chose. Quand je couvrais la F1, il y avait George Harrison qui était souvent ça, là, qui était un grand Ma fan. blague de mauvais goût, c'était... George Harrison n'était pas là? Non, il n'était pas là. George Harrison était souvent là. Je me souviens d'avoir croisé Arnold Schwarzenegger. Je me souviens d'avoir donné la main à Ozzy Osbourne sur la grille de départ à Montréal. Une poignée de main ferme, j'imagine. Non. Écoute, il avait donné 2 spectacles les 2 soirs précédents au Centre Bell. Non. Et il y avait 50... ça fait une vingtaine d'années, comme il était en début de cinquantaine ou en milieu de cinquantaine à l'époque. Puis il avait l'air d'avoir 91 ans. Je n'avais jamais vu quelqu'un de magané comme ça. Il vieillit vite, hein? Oui. Alors non, c'est ça. C'était, puis il y avait beaucoup à l'époque les top mannequins, les Naomi Campbell. Il y avait souvent de ça à Monaco particulièrement. Flavio Briatore aimait ça s'afficher. Heidi Klum avec les top mannequins. Mais ce qui rentre en ligne de compte aussi, c'est que maintenant, le Grand Prix du Canada n'est plus le seul Grand Prix en territoire nord-américain. Le fait qu'il y ait 3 Grands Prix aux États-Unis, ça fait en sorte que l'effet de rareté est moindre. Donc, les grandes vedettes, à tout le moins nord-américaines, ont moins tendance à venir à Montréal parce qu'anyway, ils vont arrêter 3 fois aux États-Unis. C'est ça. Il y a d'autres occasions. C'est vrai que cet élément-là donnait un cachet très, très particulier. Le Grand Prix du Canada a encore un certain cachet, là, ou enfin du cachet. Mais c'est sûr que le fait que c'était le seul en Amérique du Nord, à une certaine époque, ça, c'est dur à battre. Écoute, ça reste le seul en Amérique du Nord où le public est vraiment connaisseur de F1. Oui, où il y a une vraie tradition avec des vrais champions ou des vrais pilotes qui viennent. Austin a développé quelque chose, je pense, ça fait quand même plusieurs années. Là. Puis Austin, au Texas, c'est un peu un îlot, c'est un peu les Gaulois. C'est les woke du Texas. Ce sont les woke, exactement. C'est pas le nom de leur équipe de football. Oui, c'est ça. Ils sont plus avant-gardistes. Ils sont plus sophistiqués, plus avant-gardistes. C'est ça, mais on reste en Amérique du Nord, le seul Grand Prix où il y a une longue tradition et un public qui connaît vraiment ça. T'as un problème de boisson, toi, aujourd'hui, avec ta gourde, là. On dirait que tu t'en mets partout, tu bois. C'est la fin de la saison pour tout le monde, hein? Alexander Dégouline. Je commence à être... Un nouveau Armée rouge. L'armée rouge des années 70. OK, bon, aujourd'hui, bon retour, content de te retrouver, Marc-Antoine. Aujourd'hui, la coupe reste dehors, parce que si elle ne rentre pas à la maison, elle reste dehors. Quel avenir pour Connor McDavid? Et la saison de l'entre-saison est ouverte. C'est tellement hockey, épisode 417. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, que l'on prête parfois à d'autres disciplines. Parce qu'on est comme ça, on est tellement... Hein, on règne avec élégance. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour messieurs. Bonjour Marc-Antoine. Heureux de vous retrouver. Je peux imaginer. Et votre chroniqueur principal au service des sports, Monsieur Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon, j'étais déjà bougon un peu en début de semaine. Je trouvais ça long, je trouvais ça plate. Faut avouer que c'était tellement parti. Moi, je me rappelle il y a 2 semaines avoir dit une affaire comme ça va peut-être être la meilleure finale de la Coupe Stanley de l'histoire, genre, ou des dernières années. Il y a de quoi être déçu un peu de la tournure. Au-delà là, de c'est ça,
la Coupe revient au Canada, au-delà de toutes les histoires, là, les trames narratives derrière, juste d'un point de vue sportif, là, il s'est passé quelque chose, puis la chaîne n'a jamais rembarqué. C'était ma fine analyse. Par contre, Antoine, ça fait longtemps là, que tu n'as pas parlé de hockey. Là. Vas-y. C'est ça. Éclaire-nous. Je suis rouillé. Ben, écoute, il y a quelques affaires qui se sont passées. Zach Hyman s'est blessé du côté des Oilers. Je pense que ça a été une perte pour eux dans la façon dont leur attaque est orchestrée et équilibrée. Donc, son absence pour la durée. Mais il n'était pas là au début de la finale. Non, je sais. Non, c'est ça. Mais mais je veux dire, c'était bien parce qu'il y avait un moment. Oui, effectivement, avec les premiers matchs, c'est vrai que c'était serré, etc. Mais c'est que les Oilers sont arrivés avec un certain momentum dans cette finale-là à cause de ce qu'ils avaient accompli dans les tours précédents. Puis tu te dis, la chaîne a débarqué. La chaîne a débarqué parce que subitement, on a eu l'impression de se retrouver devant les Oilers de 2022-2023. C'est-à-dire une équipe qui va gagner seulement en fonction de ses deux super vedettes, que le personnel de soutien autour est insuffisant, avec une brigade défensive qui n'est pas à la hauteur, puis des points d'interrogation devant le filet. Tu sais, ce qui était... Dans la majorité des cas, c'était des petites boîtes qui avaient été cochées la saison dernière, durant les séries de l'année dernière, et dans la majorité, dans les premières rondes de ces séries-ci. Tout à fait. Tu comprends? Tout à fait. Alors, le manque de profondeur en attaque, c'est le fait que Ryan Nugent-Hopkins joue avec une main fracturée. Juste ces deux-là. Et Hyman qui n'était pas là. Ouais. That's it. Après ça, là, quand t'es rendu à demander au vieux Perry de jouer sur ton deuxième trio, que tu fais rentrer Jeff Skinner, que Podkolzin monte et descend. Evan Durkheim a eu des très bons moments dans ses séries, un peu moins en finale. Vraiment pas en finale. Non, mais vraiment pas en finale. Non, c'est ça. Je pense que... Il n'a pas été à la hauteur. Tu sais, il était le seul à japper du côté des Oilers, alors que ça jappait fort de l'autre côté. Là. Ils étaient plusieurs à pouvoir se mettre sur son cas. Puis je pense que on a vu aussi les faiblesses en défense. C'est le fun que les défenseurs des Oilers soient capables de relancer l'attaque puis d'être dynamiques avec la rondelle, avec Klingberg, avec Waldman et tout ça. Mais tu sais, Bouchard a été capable vraiment du meilleur comme du pire. Il a commis des bourdes énormes. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, tu te retrouves avec... Qui sont nos défenseurs qui vont être les plus stables, qui vont être des rocs pour nous aider à être plus étanches? C'était Mathias Ekholm qui était supposé de faire ça, puis il était diminué. Là, clairement, c'était épouvantable. Sinon, c'est Brett Kulak, sinon. Alors, puis là, tu te retrouves, c'est ça, incertitude devant le filet, on joue un peu au yo-yo. Alors, c'est pour ça qu'en fin de compte, en finale, j'ai eu l'impression de retrouver des Oilers qui sont une bonne équipe, mais qui n'étaient pas rendus à être des gagnants de la finale de la Coupe Stanley comme il y a 2 ans. Alors là, leur momentum, c'est comme vraiment brisé en cours de route. Et moi, je reste persuadé sur la question des gardiens. Là. Imaginons un monde futuriste, on serait capable de cloner les gardiens. On aurait eu Bobrovsky contre Bobrovsky, un qui joue pour les Oilers puis l'autre pour les Panthers de la Floride. Ça, d'ailleurs, à force d'accorder, dans les derniers matchs, c'était 2 fois le nombre de chances de marquer de qualité là, en faveur des Panthers. Le Bobrovsky des Oilers n'aurait pas gagné plus. Là. Ça, c'est d'ailleurs un très bon concept. Ça. J'espère que c'est ça l'avenir du hockey. C'est bon. Mais avec l'intelligence artificielle, là, mais, en tout cas. Tu clones 32 fois le meilleur gardien. Comme Bobrovsky. Allez-y. Ouais. Alors, ça a été très décevant. Moi, j'ai trouvé que ça a eu l'effet un peu d'un... Ils ont eu l'air d'un château de cartes, là, les Oilers. Après le deuxième match, c'est dans le 4e qu'ils sont revenus de l'arrière. Mm-hmm. C'était spectaculaire, mais il s'était creusé un trou. Ça arrive une fois sur 120 matchs là, que tu vas revenir de l'arrière comme ça dans une rencontre importante comme celle-là contre une équipe aussi bonne que ça. Fait que c'était le rouleau compresseur des Panthers qui était constant. Eux ont joué de la même façon tout le temps, mais ça a été une chute drastique du côté des Oilers. Et c'était un peu triste. C'était un peu triste de voir ça parce qu'on pensait tous qu'ils avaient fait un bond considérable en termes de maturité collective, mais ça ne tient pas. Quand ta profondeur est ce qu'elle est pour les Oilers, 1 ou 2 joueurs qui sortent du décor, ça change complètement. Ça change tout. Ouais. Est-ce que la chaîne est débarquée pour de bon, entre guillemets? Est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment... Là, parce qu'en début de
de série avant la finale. J'ai parlé d'Evander Kane, mais Adam Henrique aussi avait... Nugent Hopkins était probablement moins diminué. On sentait que McDavid et Draisaitl étaient moins seuls. Ouais. Les gars que je viens de nommer aussi, il n'y a pas 8 valeurs sûres là-dedans. Là, Marc-Antoine t'a parlé de cette brigade défensive-là. Les gardiens, c'est des questions sempiternelles à Edmonton. Là, c'est juste qu'à un moment donné, début du mois de mai, on se disait, OK, mais visiblement, là, ils sont portés par quelque chose qui outrepasse cette logique-là. Non, visiblement, non. Puis... faudrait peut-être, je sais pas, là, prendre certains de ces problèmes-là au sérieux dans l'entre-saison pour... Mais ils sont quand même passés à 2 victoires de la Coupe Stanley. Là. Oui. Si tu te... mais de la façon... Si à chaque fois, tu dis, ben là, il va falloir qu'on change d'entraîneur, il faut complètement revoir notre façon de faire les choses. Tu as été dans les 2 meilleures équipes sur 32, là, 2 années de suite. Oui. OK, mais tu vas... OK, mais en même temps, tu savais pas quel gardien tu allais mettre devant le filet au match 3, 4, 5 là, de la finale de la Coupe Stanley. Ça n'a pas d'allure. Là. Non, effectivement. Mais ça c'est un problème. C'est un problème qui est très fréquent dans la Ligue nationale. Des valeurs sûres devant le filet, tu en as 7 ou 8. Puis dans ces 7 ou 8-là, j'inclus Connor Hellebuyck puis Jake Oettinger, qui, eux, en séries éliminatoires, n'ont pas bien paru non plus. Alors, c'est très difficile de dire, OK, notre solution devant le filet, on est correct. Ça dépend beaucoup de ta brigade défensive. Tu viens de faire l'image de cloner Sergei Bobrovsky. Ça dépend aussi qui joue devant toi. Oui. Peut-être que Skinner avec les Panthers aurait mieux fait. Il aurait gagné la Coupe. Mais je pense que les Oilers ont besoin de revoir leur situation devant le filet, mais ce n'est pas le seul problème. Alors, il y a plusieurs chantiers, mais un des gros chantiers, à mon sens, c'est qu'ils doivent revoir aussi leur structure salariale. Parce que là, en défense, Evan Bouchard est dû pour un nouveau contrat. Ça se peut qu'il aille chercher jusqu'à 10 millions de dollars par année. Connor McDavid va être admissible à une prolongation de contrat à partir du 1er juillet. Il a dit hier, écoutez, je sais que tout le monde va laisser flotter cette date-là du 1er juillet, mais moi, je n'ai pas... il n'y a pas d'urgence. Je ne suis pas pressé de signer un nouveau contrat le 1er juillet. Je veux voir si cette équipe-là peut gagner plusieurs fois. Alors, il marchait un petit peu sur des œufs. Alors, je pense que c'est un gros test qui attend Stan Bowman. Puis là, écoute, son premier geste à la fin des séries éliminatoires, c'est de signer pour 8 ans Trent Frederick. C'est confirmé? À 3,85 millions par année pour 8 ans. Donc, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'en plus, écoute, c'est un joueur d'énergie qui vaut son pesant d'or. C'est le genre de gars qui, en principe, devrait t'aider en séries éliminatoires. Ça n'a pas de temps été le cas. Non, en série, il était invisible. Mais reste qu'avec les Bruins, moi, c'est un joueur que je... Oui, puis tu sais... que je valorisais. Je l'aurais pris volontiers avec le Canadien, par exemple. Mais tu sais, c'est quand même donner beaucoup d'argent, beaucoup d'années. C'est beaucoup d'années. Ce n'est pas un salaire annuel très... Non, mais c'est beaucoup d'années. Dans 4 ans, le plafond salarial va être à 113 millions. Là, le 3 millions de Frederick, ce ne sera pas énorme. Mais pourquoi 8 ans? Pourquoi donner 8 ans? Pour ramener ça à 3... Quoi, 3 points... Combien t'as dit? 3,85. 3,85. C'est ce qui est... oui, exact. Puis, est-ce que c'est officiel? Parce que c'est ça. Je sais que c'était dans l'air, là, mais ouais. j'ai pas... Ben écoute, selon qui donc... c'est pas mal. C'est pas mal du... Ça risque d'être pas mal ça. Est-ce que c'est inquiétant que Connor McDavid dise il n'y a pas d'urgence, on va voir? Parce qu'on va voir, tu sais, si cette équipe-là peut rester compétitive. Je comprends là, que c'est une bonne équipe, là, puis que ça fait 2 finales de la Coupe Stanley, mais il y a quelque chose dans la manière, quelque chose qui marche pas, là. Je veux dire, il y en a, la magie, elle opère pas assez longtemps pour aller jusqu'au bout, tu sais. Ils ont été en finale 2 fois. Et quand tu as 2 des 5 meilleurs attaquants au monde, il y a des grosses chances que tu sois compétitif à tous les ans, là, à moins de faire des bourdes épouvantables. Mais on peut comprendre, McDavid, il vient de terminer. C'est une méga déception. Tu viens de perdre 2 fois de suite en finale. Tu te fais poser des questions sur ton contrat qui est encore valide pour une saison. Oui, c'est ça. Écoute, est-ce que le joueur veut s'embarquer là-dedans, commencer à dire je veux absolument. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'urgence.
Je pense qu'ils vont tout faire pour le garder à oui, c'est Edmonton. sûr. Ils vont dérouler. Mais pourquoi il vient de participer à 2 finales? Là, pourquoi il voudrait quitter ce milieu-là? D'un point de vue fiscal aussi, l'Alberta, c'est pas trop mauvais là, dans un marché canadien. Justement, Je ne sais pas si on doit faire une grosse histoire avec cette déclaration-là. Mais ça secourait les colonnes. Ça secourait les colonnes du temple. Ce que tu veux, c'est à peu près. que ton joueur dise un truc du genre je suis content ici, j'aime ça ici, puis on va voir à ça. Oui. C'est pas très engageant, puis tu sais. Ouais. Mais là, il dit on va voir. Tu sais, je sais pas. C'est un peu. Il est peut-être contrarié par des choses qu'il voit. Et à raison, tu sais. Je veux dire, ça fait, c'est ça, année après année, qu'ils vont en guerre avec une brigade défensive rafistolée. Puis, c'est ça, des questions devant le filet. Puis. Et ça, Mais il est en partie responsable du fait que c'est rafistolé. Tu sais, lui, il y a beaucoup d'argent sur lui, Draisaitl. Puis quand il va renouveler son contrat, ça va être. On parle de peut-être. Ça va être un contrat record. C'est le meilleur joueur de la Ligue. C'est ça. Dans un contexte où est-ce que le plafond augmente de 30 sur 3 ans à peu près. Le timing est parfait. Oui. Alors, si lui il signait une prolongation de contrat cet été, il irait peut-être chercher quoi? 17 millions par année. Ouais. Mais s'il attendait 1 an de plus puis qu'il allait sur le marché des joueurs autonomes, il y a peut-être quelqu'un qui lui 7 donnerait 20. 7 fois 20, 140. Fait que c'est potentiellement une grosse différence. Fait qu'il est mieux d'être convaincu par son équipe. Ouais. Alors, je comprends qu'il veuille prendre son temps. En plus, c'est 48 heures après la conclusion de la Coupe Stanley. Il y a les émotions sont encore à fleur de peau. Puis juste un petit aparté là, concernant Trent Frederick. Là, ce sont les chiffres qui circulent, mais non pas la signature n'a pas été confirmée encore. Parfait. Sauf que quand ça circule en détail comme ça, ce sont les intentions. Ce serait les intentions de la maison de le garder, mais le Frederick, il y a une blessure à la cheville qui peut être potentiellement problématique à long terme. Donc, c'est d'autant plus inquiétant de s'engager à long terme. Il a quand même manqué beaucoup d'actions cette saison. Ouais. Il a joué quoi, 58? Pour terminer avec les Oilers, c'est un gros été pour Bowman. Est-ce que, justement, c'est un peu autour de ce pot-là qu'on tourne. Est-ce que ça prend des changements majeurs? Malgré le fait qu'on a 2 finales de la Coupe Stanley de suite dans le corps. Je pense qu'ils doivent revoir leur 3e trio. Là. Avoir des gars qui sont capables de soutenir l'attaque, mais également être fiables dans les moments qui s'imposent. T'sais. Je pense que quand ils ont décidé de retenir Mathias Janmark, c'était un bon coup parce que lui, il garde toujours son meilleur hockey pour les séries éliminatoires. Mais tu mentionnais Adam Henrique. Pour moi, c'est matière à amélioration. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a de l'amélioration à faire de ce côté-là. Puis aller chercher des gars qui sont beaucoup plus étanches défensivement, ça c'est urgent. Bon, d'accord. Les Panthers, un mot maintenant sur les Panthers? C'est quand même eux qui ont gagné. Hein? Ils sont c'est dehors. Pas mal. C'est pas, dans le fond, c'est pas tant les. Là, on fait l'autopsie des Oilers. Absolument. C'est pas tant les Oilers qui ont perdu que vraiment les Panthers qui ont gagné. C'est une machine de hockey. Est-ce que c'est la meilleure équipe? Parce que, bon, on se pose, évidemment, c'est des questions faciles. C'est des questions qui vont de soi. Quand une équipe remporte des championnats consécutifs, dans le cas des Panthers, en plus, c'est 3 finales consécutives. Il y a la question de est-ce que c'est une dynastie ou enfin quelque chose qui s'en approche. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure équipe, meilleure que les Panthers de l'an passé. C'est la meilleure équipe qu'on a vue depuis longtemps. Et j'aimerais ça, c'est ça. J'aimerais ça cloner. C'est ça, mon vieux, on va faire de l'argent avec cette idée-là. Oui. Si on peut développer la technologie. C'est ça. Connais-tu ça, toi, le codage? Non, je sais pas. Mais, tu sais, voir, mettons, le Lightning d'il y a 3 ans, je sais pas. Il me semble que les Panthers de cette année, c'est peut-être la meilleure équipe qu'on a vue depuis longtemps. Ben, le Lightning, je crois, quand il a gagné ses 2 Coupes Stanley, était une équipe qui avait plus de talent offensivement. Ouais. Ce qui fait la force. Pas beaucoup, mais un peu. Je pense que leur joueur de pointe était supérieur offensivement parlant. OK. Là où... Puis ils avaient, eux aussi, comme les Panthers, beaucoup de profondeur. Les 3e trios avaient fait la différence dans leurs séries éliminatoires. Je pense que dans le cas des Panthers, ce qui les rend si redoutables, c'est que c'est une équipe qui, à la fois, a une identité extrêmement claire, qui sait exactement
quelle est sa façon de jouer, quelle est son identité, et elle est appliquée de façon régulière. Puis en même temps, selon l'allure d'un match, ils sont capables d'adopter de s'ajuster selon l'allure du match. Tu as besoin que ce soit un match offensif, let's go, on va aller t'en marquer 5. Tu as besoin que ce soit un match défensif, on va être étanche à souhait. Tu as besoin que ce soit robuste, on va te donner des taloches, puis on va t'envoyer promener. Puis je trouve qu'il y a comme à l'intérieur même d'une identité qui, elle, reste la même, match après match, il y a une fluidité et une capacité de pouvoir s'adapter à l'allure de chaque rencontre. Puis ça, je trouve que, tu sais, c'est pas comme s'il faut que le match se joue d'une certaine manière pour que ça rentre dans notre créneau, puis on a absolument besoin que ce soit nous qui imposions la façon de jouer, parce que sinon, on va être dans le trouble. Il y a beaucoup de flexibilité dans leur style. Puis, je parlais de profondeur. C'est peut-être pas une profondeur qui s'étend jusqu'à 4 trios, mais à tout le moins dans les 3 premiers. Leur brigade défensive a fait une grosse différence. Puis, c'est une équipe qui... Tout le monde a l'air de vouloir jouer là. Puis, je regarde, c'est drôle parce que Brad Marchand, on l'imagine comme étant un Bruins de Boston à vie, mais il jurait pas dans le décor. Là. Il avait l'air à sa place dans cette équipe-là. Je suis très content pour lui, d'ailleurs. C'est fascinant parce que Brad Marchand était un gars qui, pendant des années, était simplement reconnu comme une peste. Il était détesté partout. Puis là, il arrive vers la fin de sa carrière. Je parlais de Sidney Crosby. Je parlais de Sidney Crosby comme ambassadeur du sport. D'une certaine manière, Brad Marchand est devenu aussi, dans sa façon de s'exprimer puis de parler de hockey, il y a un côté ambassadeur de la LNH aussi, avec les galons qu'il a gagnés. C'est fait d'armes, ses états généraux. Il est haï à plusieurs endroits, mais je pense qu'il est respecté partout. Puis ça, c'est pas le fait de tout le monde. Je pense que Marchand a toujours été un peu sous-estimé parce qu'il jouait toujours avec Patrice Bergeron. Mais c'est un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale, capable de contribuer en attaque. Tu regardes son bilan défensif en carrière, c'est époustouflant. Il n'y a pas beaucoup d'ailiers qui remportent le trophée Selke. Mais je voulais dire, j'ai manqué ma blague, je voulais dire Lady Bing. Mais je suis content, tu vois, regarde, ça sert le propos. Non, mais... Même tes lapsus lancent des conversations. Mais c'est ça, c'est un joueur, je pense, qui a été... Tout le monde a toujours eu les yeux braqués sur Bergeron, mais c'est un joueur extrêmement complet. Puis tu regardes son parcours en série, là, il a marqué des buts importants, mais regarde son différentiel. Je pense qu'il est premier ou deuxième chez les Panthers. Là, il a terminé à plus 17 ou quelque chose du genre. Alors, c'est un gars qui comprend bien le hockey, qui joue bien dans toutes les phases du jeu. Moi, je pense qu'il y a eu une dose d'adrénaline massive qui a été injectée dans ses veines en passant de Boston à la Floride. Là. C'était pas une belle saison pour lui avant qu'il arrive en Floride. Là. On a vu quelques reprises. Des prises de bec. Des prises de bec avec ses 2 entraîneurs sur le banc, alors qu'il était le capitaine de l'équipe. Il y avait peut-être quelque chose qui le dérangeait à l'interne. Puis je pense que la décision de ne pas le garder faisait partie de ça un peu. Puis, et tu vois que les leaders, les gars qui ont du leadership, quand tu les transposes d'un endroit à l'autre, sont toujours capables d'exercer. Ils regardent, les gars intelligents arrivent, regardent la dynamique du groupe, ils ne prennent pas le plancher en arrivant. C'était très modeste et discret quand tu es arrivé. Là, puis en série, plus le parcours éliminatoire a avancé, plus on l'a vu prendre de place. Fait que bravo. Ça va lui permettre de probablement avoir un très bon contrat pour terminer sa carrière quelque part. Mais il reste que c'est un joueur qui a ralenti. Là. Ça m'a semblé, évident cette année, puis ça m'a semblé évident pendant le tournoi des 4 Nations là, lorsqu'on le comprend. Oui, mais pas tant en série, par exemple. Non. C'était évident aux 4 Nations, mais le jeu aux 4 Nations puis le jeu durant la saison régulière, vraiment axé sur la vitesse, mais quand la vitesse est sans cesse coupée, neutralisée en séries éliminatoires, il était
tout à fait était capable là. de tirer son épingle du jeu Absolument, encore. absolument. Ben, c'est pour ça aussi que Corey Perry jouait sur le premier trio des Oilers. Là. Ouais. Il y a quelque chose, il y a un lien là. Ah, ben c'est dommage pour les fans des Panthers, nombreux d'ailleurs à l'écoute de ce balado, qui auront eu seulement qu'une année de Brad Marchand, parce qu'il n'y en aura pas... Ben, écoute, Il y en aura pas le directeur général Bill Zito prétend qu'il va être capable de signer ses 3 joueurs autonomes en devenir, donc Aaron Ekblad, Sam Brad Bennett. Marchand et Sam Bennett. Est-ce qu'il y a un pistolet dans son tiroir de C'est ça, il y bureau? a un truc. J'ai un truc. J'ai un truc pour négocier. J'aime mieux les chances de Bennett et Ekblad parce que les autres, ils ont l'air prêts à vouloir accepter moins de manière à rester. Dans le cas de Brad Marchand, c'est un petit peu différent parce que c'est un gars qui a été un peu sous-payé au fil de sa carrière. Puis là, il arrive dans Justement, une il est habitué. situation... Non? Mais, c'est pas comme à ça. un moment donné, il y a Pas des comme gars ça. qui vont dire OK, là, c'est beau, là, j'ai été. J'ai été je n'ai loyal. pas été. Ben, exactement. Ouais. Je n'ai peut-être pas toujours été payé selon ma valeur, mais là, C'est ma dernière chance. c'est le temps de passer à Ouais. la caisse. La loyauté, ça ne lui a pas permis de terminer sa carrière à Boston. Tu sais, à Boston, ils sont chiches, là, ils sont radins. Puis c'était comme acquis là, que les leaders de l'équipe devaient prendre, accorder un rabais. Puis ça fait longtemps que c'est ancré dans les mentalités à Boston. Raymond Bourque a toujours joué pour moins cher que sa valeur sur le marché. Il y a des coéquipiers qui lui ont reproché ça à un moment donné parce qu'il ralentissait, il freinait tout le monde. Mais à Boston, c'est très ancré dans les mœurs. Puis peut-être que Jeremy Swayman a peut-être signifié la fin de ça en faisant la grève l'été dernier. Là. Mais c'est vrai qu'il a été sous-payé, Brad Marchand à Boston. Alors, s'il veut aller chercher un contrat un peu compensatoire, puis surtout qu'à l'âge qu'il a, il va peut-être se dire il y a peut-être moyen là, pour moi d'aller gratter un 4 ans quelque part. Il a 37 ans, mais il vient d'avoir 37 ans le mois dernier. Mais s'il va chercher 3 ans, peut-être 4, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, va être obnubilé puis qui va lui donner ce qu'il demande. Mais je ne suis pas sûr que s'il décide d'aller au plus offrant, les Panthers ne seront pas les plus offrants, ne seront pas dans cette position-là. Est-ce que c'est possible de faire derrière les rideaux, dire on va te donner plus d'années, mais si on se rend compte, on convient que tu n'es plus capable de performer, tu vas t'en aller sur l'île Robida? Est-ce que ça se fait officiellement, ça? Officiellement, ben non, ça se fait pas officiellement. Non, ben pas officiellement, mais je veux dire, mais est-ce que... Parce que les résidents là, de l'île Robida... Ils ont eu des blessures, ils ont eu des là. blessures réelles. C'est là, ça, on c'est s'entend. ça. Oui. Ben oui. Ou qui je disais, il me semble que j'ai lu un professionnel dire tu te blesseras, puis c'est ça le plan. Ben, je t'arranges pense pour que être Marianne blessé. a ça la dernière année, son histoire de problèmes de peau là, qui était problème. Qui faisait en D'allergie. sorte qu'il y avait de la misère à mettre son Ça, équipement. ça, Là. Ça, c'était un peu louche. Je sais pas de quoi tu fais. Je veux pas être insolent puis mettre en Mais il y en cause a- la parole de Marianne, mais raconter comme ça. Mais un mal de dos, qu'est-ce que tu veux? Comment C'est tu tellement veux- mystérieux. comment tu veux prouver C'est ça? tellement mystérieux. J'ai mal au dos. T'envoies le Ouais, gars. t'as rien. C'est Ouais, mais ça. j'ai mal au dos. Mais là, on a fait des radios. Ton dos était... Ouais, mais... OK, bon. Est-ce que c'est une dynastie? Hein, je fais mon animateur conventionnel. D'ailleurs, c'est ça manque un peu. Je vais vous poser des questions simples. C'est ça. Direct. Est-ce que les Panthers sont une dynastie? Pas après 2 ans, pas à mon sens. Mais même dans la réalité Ça en prend... Non, de mais nos écoute, jours. c'est quoi? Non, une dynastie, à un moment donné, ça t'en prendrait 3. Là. C'est un terme complètement arbitraire. Là. Oui, oui. C'est juste que, évidemment, avec 32 équipes, c'est tellement difficile de gagner. Soit que tu rabaisses ce que signifie une dynastie, ou bien tu acceptes le fait que des dynasties, il n'y en aura plus. Mais les Blackhawks de Chicago en ont quand même gagné 3 en l'espace de 6 ans. Ça, c'est une dynastie. Alors, puis les Panthers sont capables d'en gagner 3 en l'espace de 6 ans. Moi, je peux... OK. Oui, ben oui, ils en ont déjà 2. Fait que pour toi, une dynastie, c'est pas des coupes Consécutives. consécutives. Moi aussi, j'accorderais de l'importance à ça, moi. Ben oui, mais écoute, à ce compte-là, là, bonne chance. Là, 3 coupes de suite, là, j'ai de la difficulté à imaginer ça n'importe où. Le système est fait pour plus que ça existe. Ouais, C'est ça. dynasties. Non, mais je l'ai dit, puis on passe notre temps à changer les standards. Tu sais, quand on parle des admissions au temps de la renommée, des numéros retirés. Tu sais, à Ouais. Montréal, Ouais. les numéros retirés, là, on commence Ouais. à dire ouais, ben là, c'est parce qu'il faut absolument qu'il y ait une Coupe Stanley, on n'en retirera plus Ah jamais. ouais, ben c'est ça. On retirera un chandail dans 125 ans. OK. Ouais. Bon.
Non, mais écoute, il n'y a pas de mauvaise réponse. Quelque chose à ajouter? Ben, bleu, ça n'aurait pas été une super bonne réponse. Mais en même temps, matière à élaborer. Là. Okay. Enfin, ça ouvre un terrain. Martin, dans tes notes, tu soulignais le fait que ça n'a pas été un gros succès d'écoute aux États-Unis. Oui, j'ai sorti au Canada, ça a été quand même bien. Sur Sportsnet, les chiffres que la Ligue nationale a publiés ce matin... ou hier, il disait que de façon générale, les matchs des séries avaient attiré en moyenne 1,8 million de téléspectateurs par match. Ça, c'est sur l'ensemble du réseau du tournoi éliminatoire. Et que la finale avait attiré en moyenne au Canada 3,8 millions de téléspectateurs. Ce qui est quand même beaucoup. Ben, il y avait une équipe canadienne impliquée. J'imagine que pas mal tout le monde en Alberta et au centre du pays ou un peu à l'ouest était branché là-dessus. Et aux États-Unis, ça a été moins bien. Le 6e match, donc le dernier match, habituellement, c'est le plus regardé là, quand il y a une chance de... Quand la coupe est en place. Quand la coupe est dans l'édifice. 6e match à coupe finale de la coupe aux États-Unis, 2,8 millions de téléspectateurs. Ce qui est, on s'entend, là, le marché est 10 fois plus gros qu'au Canada. Il y a eu moins de 33... Il y a eu presque le tiers de moins de téléspectateurs. Et la finale était diffusée aux États-Unis cette année sur un réseau câblé, sur TNT. Alors donc, ils ont eu une baisse de 33 % de l'auditoire par rapport au 6e match de l'année passée, qui était diffusé sur ABC, donc sur un réseau généraliste. Ouais. Et ça, on s'entend le phénomène du débranchement, du cord cutting aux États-Unis est très, très fort. Il est très, très fort chez nous aussi. Là. Il y a eu un effet similaire, mais quand même 33 % de baisse. Tu avais une série revanche entre les deux mêmes équipes et tu perds des parts de marché comme ça. Alors, c'était le 6e match de finale le moins regardé depuis le 6e match opposant les Canucks aux Rangers en 1994. C'est pas bon, ça. Ouais. Non. C'est pas bon. Alors, c'est ça. Et c'était la première finale diffusée sur le câble aux États-Unis depuis les Stars et les Sabres en 1999, ai-je lu. Il me semble qu'il y en a eu d'autres après, mais c'est ce que j'ai lu. Alors, voilà. Ça n'a vraiment pas été un succès aux États-Unis. Cela dit, ça reste constant. Ça, à chaque année, on se dit ça n'a pas été un gros succès aux États-Unis. Là, les chiffres varient et je veux bien. Là, des fois, c'est mieux que d'autres, là, mais c'est jamais un grand succès aux États-Unis. Ben, j'ai les chiffres sur plusieurs années. Si on se reporte là, au milieu des années 2010, donc même à partir de 2013, là, 2013, 5,8 millions de téléspectateurs aux États-Unis en moyenne. 2014, 5 millions. 2015, 5,6 millions. 2016, 3,9. 2017, 4,7. Alors, on est autour. Là, c'est meilleur. Ouais. Pendant une période de 6, 7, 8 ans, on était vraiment dans le 5 millions et plus. Ouais, là, les équipes qui gagnaient à cette époque-là, des gros marchés, là, Los Angeles, Chicago. Pittsburgh. Et là, à partir de 2020, quand on est entré dans les années peut-être plus floridiennes, là, 2 millions, 2 millions 4. Il y a eu en 2022 4,6 millions. Qui en 2022? Est-ce que c'est encore le Lightning qui a gagné? C'est pas non, c'est Colorado. Donc, c'est ça, 4,6 millions en 2022. Puis après ça, on est retombé là, dans les 2,6, etc. Les années floridiennes. J'aime ça. Ouais. C'est pas bon pour la business, mais c'est un joli titre. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, la saison est terminée. Quel est votre fait saillant de la campagne 2024-2025? Ah, puis peut-être que je pourrais vous inviter dans mon nouveau style d'animateur plus conventionnel. Ça, c'en est une question conventionnelle et directe. Oui. Alors, pensez-y. Quel est votre fait saillant de cette campagne? Pendant que je partage quelques réponses, Richard, sur Facebook, le leadership de Suzuki pour amener son équipe en série. Très bon fait saillant. Vous pouvez commenter, toujours, comme toujours. Zachary, toujours sur le book. Hudson qui gagne le Calder et premier match de Nebidov. Ronald sur le book, que le Canadien fasse les séries. Dan, Brad Marchand le vend fièrement à la Coupe 14 ans. C'est ça, les gens aiment Brad Marchand maintenant. À Montréal, c'est des gens du Québec là, qui écrivent ça en français. Tout est possible. C'est qui l'eût cru? Wow, faut le faire, tout un compétiteur, termine Dan.
Sinon, sur le Tube, Torabert, le 8 qui dépasse le 99, à ne pas confondre avec le 4 qui rencontre le 8. C'est ça, Le 6. Le 6. Quand le 4 rencontre le 6. C'est Jean Béliveau a rencontré le pape. Exact. Et deux petites dernières sur le Gram. Laetitia qui dit le premier match de Demidoff. C'est vrai que c'était bon. C'était bon. Puis Vince et Berguignon sur le Gram. La constance de Monstre Chilla dans ses commentaires. Je n'ai pas pris le commentaire de Monstre de Chilla, mais comme je le prenais tout le temps, ça fait des petits, ça a percolé. Et ça fait partie des réponses dans ces faits saillants. Réaction, fait saillant, messieurs? Mais quand j'ai vu la question qui était posée, je me suis posé moi-même la question et je trouve ça étonnant que je n'ai pas pensé à Alexander Ovechkin qui bat la marque de Wayne Gretzky. C'est comme si... c'est une marque extrêmement importante, c'est historique, mais il y a quelque chose d'un peu anticlimax qui... je sais pas, je trouve que ça m'a pas... ça m'a pas marqué autant que ça aurait dû. Et puis, parce que spontanément, moi, ce qui m'est venu en tête, c'est les 4 nations. C'est le succès étonnant moi aussi, de la confrontation des 4 nations, puis le fait que ce truc-là, qui était une patente à gosse, qui devait être... C'est une patente à gosse. C'était une patente à gosse, mais ça a été c'est bon. C'est bon exacerbé par le contexte politique. C'est sûr que ça n'a pas nuit. Ben, écoute, tu remets des joueurs dans un contexte où ils vont représenter leur pays et ils vont se donner à fond. Puis ça a donné... Je trouve que ça a replacé la boussole du hockey de la Ligue nationale, de dire, OK, on continue, on s'en va dans cette direction-là. Puis j'ai trouvé ça rafraîchissant. Ça a été un succès hors de tout ce qu'on aurait pu prévoir. Alors, à cause du caractère... étonnant puis imprévisible. Mon choix va là, mais les personnes qui ont mentionné le premier match de Demidoff, je pense que encore là, c'est imprévisible, c'est sorti un peu de nulle part. C'est vrai, ben oui, j'avais oublié que c'était pas prévu. Hein. Non, alors, en ce sens-là, c'est sûr que c'est un fait saillant. Oui, mais c'est très local, là, mais c'est pas à la grandeur de la Ligue nationale, mais au milieu de l'imprévisibilité du Canadien de remporter sa place en séries éliminatoires, ça aussi, c'est toutes des bonnes réponses, là. Mais je pense qu'il n'y a personne qui aurait pu prévoir que Demidoff finirait la saison à Montréal. Ça a été une belle surprise. Martin aussi, c'est les 4 nations? Oui, c'est le tournoi des 4 nations. Le premier match particulièrement à Montréal. Puis c'est quelque chose qu'on voyait venir depuis plusieurs semaines. Les gens avaient commencé à huer l'hymne américain. L'actualité était inondée à chaque jour de menaces de tarifs sur le Canada, puis de l'hostilité du gouvernement, du président américain envers le Canada, puis le 51e État. Ouais. C'est venu chercher énormément de gens dans leur identité profonde. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent moins le hockey, qui ont regardé ces matchs-là parce que c'était une question... de fierté nationale. Oui. Ça venait les chercher profondément là, dans leur identité. La Ligue nationale, visiblement, a l'intention de poursuivre en présentant une Coupe du monde à tous les 2 ans, là, après les Jeux olympiques. On verra ce que ça donnera, mais c'était vraiment... Je pense pas que les gens étaient passionnés quand le Canada jouait contre la Finlande ou la Suède, là, mais les matchs contre les Américains étaient vraiment importants. Puis la façon dont ça a débuté, personne ne s'attendait à ça. Est-ce qu'il y a 2 combats pour commencer, ce qu'on ne voit jamais en hockey international. Alors, c'est ça. Pour moi, ça a été les meilleurs matchs de hockey que j'ai vu cette saison. Et là, dans moins de 6 mois, ça va être la vraie affaire. Oui. Ça va être une grosse saison qui s'en vient. Parce que celle-là est terminée. C'est officiel. Et nous y serons. Ben oui, est-ce qu'on peut... Hein? Ouais, ben oui, on peut le dire. On va être amis ensemble. On va être là. C'est 8 mois, là. Dans 8 mois, je suis excité. Dans 6 mois, c'est Noël. Je sais que tu es excité pour Noël aussi. Non, mais il a demandé à arriver à Milan 2 mois d'avance pour pouvoir faire du repérage. J'ai besoin... Tester les micros. J'ai besoin de m'acclimater. Mes petites références, mes petits repères. Prenons quelques minutes. Il s'est passé quand même 2-3 affaires. Je disais, l'entre-saison est commencée. On le voyait venir, là...
Il n'y aura pas 1000 options pour le Canadien. Déjà que sur le marché des joueurs autonomes, déjà qu'on savait que Kent Hughes, là, c'était pas son canal de préféré là, pour tenter d'aller chercher du renfort. Pas cette année. Pas même, cet été. Ouais, non, mais même, je l'été pense prochain, on ça en va être autre reparlera. chose? OK. Ouais. Mais les options, ça me nuise de plus en plus. Ryan Donato, qui faisait partie un peu des... après comment dire, les joueurs, là, que c'est très éclatant, mais quand on fouillait un peu, ça aurait pu être un candidat intéressant. Prolongation à Chicago. Mais moi, je suis toujours un peu inquiet quand un gars n'a jamais marqué plus que 20 buts. Puis là, il en marque quoi? Il en a marqué combien? 31, je pense. Et là, 31. À l'aube de la trentaine. Il avait marqué son plus haut total, je pense, c'était 15 buts en carrière à Donato. 16 buts. 16 buts, 31 points. C'était sa meilleure carrière. Là, écoute, là, c'est le jackpot pour lui. Là. Oui. Mais vraiment, il faudrait souffrir d'un gros billet de récence pour tomber dans le panneau et croire qu'à 28 ans, la saison qu'il vient de connaître, 31 buts, c'est ce qu'il va te donner à partir de maintenant. Ça serait un peu aberrant. Il s'est promené, là. Il a fait Boston, il a fait Minnesota, San Jose, Seattle, Chicago. Là, c'est le fun parce qu'il y a du temps de glace en masse. Il joue beaucoup avec Connor Bedard. Donc, la situation pour lui est extrêmement favorable. Fait que son contrat de 4 ans, 4 millions, c'est bon, mais je pense que n'importe quelle autre équipe qui aurait voulu lui donner un contrat semblable l'aurait peut-être regretté parce qu'il n'est pas... Là, il a trouvé des conditions gagnantes. Peut-être que les Blackhawks, ils doivent croire qu'ils sont capables de reproduire ces conditions-là la saison prochaine, mais je pense que c'est un peu une aberration en même temps. Tu déplaces Donato dans une autre équipe, je pense pas que ça va être... il va te donner ça encore. Là. Ouais, moi, j'ai coché le nom de Donato comme une histoire à suivre. Je vous raconte un peu le préambule. Mon raisonnement. Ouais. Je fais un préambule là-dessus. Il y a plusieurs années, j'avais participé à une série documentaire qui s'appelait Au nom du sport. Puis on avait accompagné Vincent Lecavalier, qui travaillait avec l'entraîneur de l'équipe de patinage courte piste canadienne, parce qu'il voulait... Je me souviens. Écoute, il s'était rendu compte qu'il tournait tout le temps à gauche quand il était sur la patinoire. C'était un réflexe qu'il avait... Comme Gaëtan Boucher. Alors, il tournait tout le temps du même sens. Et il voulait développer ses habiletés pour tourner. C'est ridicule. Le gars avait gagné la Coupe Stanley. C'était un joueur de la Ligue. Mais il voulait tourner. Il voulait apprendre à ce que ça devienne naturel pour lui de tourner à droite pour diversifier son jeu et tout ça. Et on l'avait suivi dans cette quête-là. C'était une des quêtes qu'on avait suivies. Ça m'avait fasciné que quelqu'un qui avait les 2/3 de sa carrière de fait, qui avait... Il avait déjà sa Coupe Stanley. Il avait signé ses gros contrats et tout ça, cherchait encore des détails dans son jeu pour pouvoir progresser comme ça. Et Ryan Donato, l'été passé, il a réappris à patiner. Son père, qui est entraîneur à Harvard... Ted. C'est le fils de Ted Donato. Oui, okay, oui. Okay. Et c'est ça, son père et un autre de ses proches lui ont conseillé d'aller travailler en Floride avec un gars qui a un programme de patinage spécial qui travaille avec une ancienne patineuse russe. Et ils ont trouvé énormément d'inefficience dans son patinage. J'ai lu un feature là-dessus. Je trouvais ça fascinant parce qu'il avait accepté... d'aller là pour voir s'il pouvait améliorer son patinage. On a changé complètement la biomécanique de son patinage parce qu'il n'utilisait pas bien ses hanches, son centre de gravité et tout ça. Et c'est un patineur complètement différent. Il a complètement changé sa façon de patiner et il est arrivé avec une saison de 31 buts. Alors, fort possiblement que toutes les autres conditions que Marc-Antoine énumérées sont entrées en ligne de compte. Mais j'ai quand même fait une coche à côté de son nom pour voir... moi, ça me fascine qu'il y ait des gars qui sont déjà... qui ont atteint la Ligue nationale ou le sport majeur, peu importe la discipline, et qui, à un moment donné, se disent... Écoute, moi, je suis responsable de ma carrière. Quels sont les points faibles de mon jeu? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur? Sidney Crosby, c'est un peu un freak en cette matière-là. Là. Et Martin Saint-Louis mentionne souvent que ça a été sa plus grande qualité de s'améliorer chaque année. Mais si ce gars-là a réussi à changer pour vrai sa façon de patiner à cet âge-là et que ça donne un autre souffle et que ça le transforme comme joueur de hockey,
écoute, ça va être une histoire spéciale parce qu'on ne voit pas ça arriver souvent. Fait que j'ai fait une petite coche à côté de son nom. Intéressant. Et j'ai hâte de... On prend note. Il est-tu bon, lui? Il est-tu bon? Regarde. Voilà. C'est bien. Donc, oui, on prend note, ça reste à voir. Puis, mais je commençais en disant, bon, c'est ça m'ennuie. C'est pour ceux qui s'attendent à beaucoup d'actions ou d'activités à Montréal, mais même à travers la Ligue. C'est pas évident qu'ils vont en avoir tant. Mais on notait qu'il y a les Stars de Dallas qui, déjà, eux, ont commencé aussi. C'est ça. Une autre option, c'est pas Harpen qui aimait l'idée de... Mason Marchment? Voyons comment il s'appelle, le petit joueur de centre. Duchesne? Oui, Matt Duchesne, ou je confonds peut-être avec un autre de ces informateurs de qualité. Mais ça aurait pu faire partie d'une option pour le Canadien, mais Duchesne a prolongé aussi. Duchesne ne voulait pas quitter, le Dallas. Texas. Ouais. Non. Puis même s'il a élu domicile à Nashville, il est très heureux au Texas. Puis je pense pas qu'il serait revenu au Canada. Ça m'a jamais apparu vraiment une option. Puis de toute façon, là, il est dans une situation... Lui, c'est un bon... Même s'il n'a pas connu des grandes séries éliminatoires, pour le rendement qu'il a donné aux Stars cette saison, je trouve qu'il y a un contrat qui est pas si différent de celui de Donato, somme toute. Il n'était pas à 3 millions cette saison. Duchesne il a marqué 30 buts, là, c'est quand même... Puis, mais c'est surtout que au fil de sa carrière, il a donné un rendement qui est plus convaincant que celui de Donato. C'est pour ça que... C'est ça. Même si on peut regarder, on peut se dire, ah ben tiens, cette année, ça pouvait se ressembler un petit peu. Mais les Stars sont quand même dans une position assez délicate parce qu'ils sentent qu'ils sont pas si loin. Ils ont beaucoup... Ils avaient une grosse force de frappe en attaque, mais c'est une équipe qui vieillit puis qui vieillit vite. Et là, tu avais plusieurs joueurs qui arrivaient en fin de contrat, d'autres qui vont arriver en fin de contrat la saison prochaine. Mais tu sais, Jamie Benn, par exemple, leur capitaine, un joueur qui est hyper attaché, évidemment, à Dallas. Il a passé l'essentiel de sa carrière, la totalité de sa carrière là-bas. Devient joueur autonome, voudrait finir sa carrière là. Mais là, combien d'argent tu lui donnes pour que ça ne soit pas une contrainte pour tes autres projets? Il faut que tu le payes comme un joueur de soutien. Là. Mais en même temps, il faut que ce soit aussi... Il faut pas que ce soit une insulte non plus pour ton gars qui, finalement, a été, d'une certaine manière, le visage de ta formation pendant longtemps. Tu sais, à Tampa Bay, Julien Brisebois, quand il a jugé que c'était suffisant pour Steven Stamkos, il a tiré la ligne, puis ça a été terminé. T'sais. Peut-être que les Stars de Dallas auraient avantage à faire ça, mais au point de vue émotif, est-ce qu'ils vont le faire? Ils ont l'air partis pour pouvoir lui faire signer un nouveau contrat. Mais tu sais, Duchesne a 34 ans. Donc ça, c'est un nouveau contrat de 4 ans à 4,5 millions par année. Ben, fin trentaine également. Tu as plusieurs joueurs qui... Tu sais, Séguin, il lui reste... Ah, quand même, il lui reste 2 ans. Je pensais qu'il lui restait juste une année. Mais tu sais, c'est drôle parce que dans tout ça, là, puis il y a le flanc, leur défensive aussi va avoir besoin de raccommodage. Mais dans tout ça, les rumeurs ont fait en sorte que pour trouver de l'argent, pour trouver de l'espace sous le plafond salarial, il était question que Jason Robertson, qui est un gars qui a quand même marqué 35 buts 3 fois dans les 5 dernières années, soit l'agneau sacrifié. C'est assez étonnant. C'est un gros agneau. C'est un gros agneau. Oui, c'est tout un sacrifice. Écoute, au Texas, ça serait un méchoui de tous les diables. Alors, en fin de compte, ça se produira peut-être pas parce que là, Mason Marchment a été échangé, a été pratiquement donné. Choix de 3e ronde, choix de 4e ronde au Kraken de Seattle. Moi, lui, c'est un gars qui, à l'aile, aurait été un candidat intéressant pour le Canadien. Ouais. Robertson, peut-être encore plus, mais Robertson, c'est un gars qui c'est autre chose, là. Qui va susciter l'intérêt de tout le monde. Oui. Mais quand tu vois le prix que le Kraken a payé pour obtenir les services de Marchment, je trouve ça... C'est sûr qu'il reste juste 1 an à son contrat, mais je trouve ça quand même... le jeu en vaut la chandelle. Puis je vais également garder les yeux sur Maverick Bourque, qui n'est peut-être pas le profil dont le Canadien a besoin, mais il me semble exactement le genre de gars qui pourrait faire l'objet d'une offre hostile que les Stars ne seraient pas capables d'égaler. Parce que dans la situation que tu as décrite exactement précédemment. Tout ça résulte du fait qu'ils sont allés chercher Mikko Rantanen, son nouveau contrat rentre en ligne de compte, puis il faut couper ailleurs. Parce que c'est bien le fun, le plafond qui monte, mais il ne monte pas si vite que ça ou autant dès cet été. T'sais.
C'est ça, ils ne montent pas de 30 % juste cette année. Écoute, je ne sais pas si c'est annonciateur, mais il s'est passé quand même 2-3 affaires depuis que la finale est terminée. C'est toujours très effervescent, cette période-ci de l'année. Bon, là, Jack aimerait ça qu'on dise un mot sur le Canadien. Fait que dites un mot sur le Canadien. Non, mais tu parlais de Marchment. On n'a pas de nouvelles, genre Armia, Dvorak, ces gars-là. C'est des joueurs qui auraient joué dans ces rôles-là, j'imagine, et qui sont aussi joueurs autonomes sans compensation à venir. Je ne m'attends pas à revoir Yoel Armia. C'est mon meilleur. Hein? Yoel. Dvorak, moi, mon impression, c'est que même si, à un moment donné, le Canadien pouvait dire « OK, on a regardé d'autres options, puis le ramener à court terme ne serait pas notre pire option. » Tu sais, quand tu es dans quand tu as le statut de joueur autonome, tu choisis ta destination aussi, puis je ne serais pas surpris que Dvorak veuille rentrer aux États-Unis. C'est ça. Fait que, même si le Canadien était intéressé à un certain prix pour un certain nombre d'années, encore faut-il que lui il veuille, puis il a très bien terminé sa saison. Peut-être qu'il y a une équipe qui va être intéressée à lui. Sauf qu'il va falloir que le Canadien se déniche quelque part un centre gaucher. Parce que là, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, à part Alex Newhook, qui idéalement n'est pas un joueur de centre, ben, ce ne sont que des droitiers. Puis si tu fais graduer Kapanen, c'est un autre droitier. Si tu fais graduer Owen Beck, c'est un autre droitier. Coudon! Il faut rééquilibrer tout ça. Alors, c'est pour ça que que ce soit sur le marché des joueurs autonomes, mais idéalement, par voie de transaction, faudrait regarder du côté d'un centre gaucher, mais je ne suis pas convaincu que ça va fonctionner. Le Canadien a 2 choix de première ronde qu'il peut monnayer, mais ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont mis leur premier choix dans la vitrine. Oui, c'est ça. Puis c'est bien des équipes qui sont en avant du Canadien aussi. Ouais. Les recruteurs me disent qu'après qu'il y a 10-12 excellents joueurs dans le repêchage, puis qu'après ça, il y a une chute... C'est ça. Ceci explique peut-être cela. Ouais. On verra, mais dans la Ligue nationale, si tu ne t'améliores pas durant l'été, ça veut dire que tu recules. Quoique le Canadien ne s'est pas amélioré beaucoup l'été dernier, puis a quand même fait... contre-exemple. Oui. C'est un contre-exemple, mais ça a fallu que les astres soient parfaitement alignés. Il y a 7 ou 8 joueurs dans l'équipe qui ont connu leur meilleure saison depuis longtemps, ou leur meilleure saison... En carrière. Écoute, il y a Lane Hudson qui est arrivé, etc. Est-ce qu'on va pouvoir reproduire ça? Mais il faut améliorer l'équipe et... Il n'y a pas 1000 options. Là où le Canadien veut s'améliorer, c'est difficile. Les joueurs ne courent pas. Les joueurs de centre, tout le monde en veut. Personne n'en a jamais suffisamment. Ça va être intéressant de voir. Ben, c'est officiellement commencé. Avec un peu de chance, avant notre rendez-vous de mardi, il va s'être passé de quoi, là? C'est sûr. Faudrait, en tout cas. Puis sinon, je peux peut-être en profiter pour annoncer que, fidèle à notre habitude, vendredi, c'est le 27, le repêchage? Oui. On fait notre fête de visionnement, ce qu'on appelle un watch party. Alors vous pouvez nous regarder le repêchage. C'est bon. On fait des analyses, puis des blagues. Une blague ou deux. Mais là, avec mon nouveau style d'animation plus conventionnel, par exemple, peut-être qu'on va garder ça... Ce sera jamais conventionnel. Peut-être qu'on va garder ça, merci Martin. Peut-être qu'on va garder ça plus... quelles sont tes impressions sur ce choix? Ou des questions du genre? Okay. Puis. Oui. C'est pas compliqué. Non. C'est pas compliqué, le journalisme sportif. Non, tu poses des questions toutes simples. C'est que le monde veut. Comment tu te sens? Donc, à surveiller à 19h là, sur YouTube. Mais de toute façon, j'aurai l'occasion de vous en reparler la semaine prochaine. Moi, je vais être sur place. La prochaine fois que je vais vous parler, parce qu'il est hors de question que je vous reparle d'ici vendredi prochain. Il y a hors de question. Si je vais être à Los Angeles, alors je vais aller voir du côté des espoirs. C'est un repêchage décentralisé, donc si tu veux le couvrir, il faudrait que tu sois en avion, en mouvement. Tu sois partout. Si tu n'es pas capable d'être partout, tu es congédié. Moi, je suis triste que la Ligue nationale ait changé cette formule-là. Mais ils vont revenir à la formule. Moi, je pense. Ça semble être écrit dans le ciel. Oui.
nos panélistes aujourd'hui étaient le journaliste sportif affecté à la couverture du hockey, Marc-Antoine Godin. Marc-Antoine Godin, M. Godin, merci. Sur Radio-Canada. C'est très Radio-Canada. Et ce panel était complété par le chroniqueur principal du service des sports de Radio-Canada, M. Martin Leclerc. M. Leclerc, merci. Ce fut un plaisir. Au timbre sonore. Je vous rappelle que Tellement Hockey est une production de Radio-Canada Sport et que l'épisode d'aujourd'hui est réalisé par Jacques-Alexis Bernardin. Monsieur Bernardin, merci infiniment. Je m'appelle Alexandre Coupal. En mon nom personnel et en celui de la Société d'État... j'ai manqué! Ouais. J'ai travaillé avec des annonceurs formidables qui avaient cette... En mon nom personnel et en celui de la Société Radio-Canada, merci d'avoir été là. Les beaux dimanches suivent dans un instant. Restez là pour les beaux dimanches avec Henri Bergeron. Au revoir. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.